Louis Renault détestait payer pour les idées des autres. Cet homme, le plus riche et le plus puissant industriel automobile de France, a longtemps équipé ses voitures de freins à câble parmi les pires du marché, simplement pour ne pas verser un centime de redevance à l'américain Lockheed qui détenait le brevet des freins hydrauliques. Et pourtant, sur la petite voiture dont nous allons parler aujourd'hui, ce même homme orgueilleux a fini par payer, en secret, 2 dollars à un autre américain pour chaque berline qui sortait de ses usines. Pire encore, cette voiture qu'il a conçue presque à contre-cœur, en copiant ouvertement une Allemande, allait survivre à la guerre, survivre à la chute de son créateur et survivre à Louis Renault lui-même. Comment est-ce possible? Comment l'homme le plus fier de l'industrie française a-t-il pu s'abaisser à imiter une Opel et à payer une taxe cachée à un patenteur étranger? C'est toute l'histoire paradoxale de la Renault Juva 4 et croyez-moi, elle est bien plus folle que ce que son allure modeste laisse deviner. Pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut se replonger dans la France du milieu des années 30. Nous sommes en 1936 et le pays vient de vivre un séisme politique et social. Le Front populaire arrive au pouvoir et avec lui débarquent les premiers congés payés. Pour la première fois de leur vie, des millions d'ouvriers et de petits employés français disposent de 2 semaines de vacances. Et que veut un Français qui a soudain du temps libre et l'envie de découvrir son pays? Une voiture, pas une grosse berline bourgeoise hors de prix, non, une petite automobile économique, accessible, qui permettrait enfin à la classe populaire de prendre la route vers la mer ou la campagne. Tout un marché immense est en train de naître sous les yeux des constructeurs, un marché de gens modestes qui rêvent de 4 roues. Citroën l'avait compris, Peugeot l'avait compris, et la petite firme de Simca commençait elle aussi à grignoter ce gâteau populaire avec des modèles malins et bon marché. Et Louis Renault dans tout ça? Eh bien voilà tout le problème, et c'est là que l'histoire devient piquante. Le patron de Billancourt n'aimait pas les petites voitures, il les méprisait presque. Dans sa conception du monde, l'automobile était un objet noble, puissant, destiné à des gens qui avaient les moyens. Construire une voiturette pour le peuple lui semblait presque indigne de la grande maison Renault. Pourtant, ses ingénieurs et ses commerciaux le harcelaient. Ils voyaient les chiffres, ils voyaient la concurrence vendre des petites cylindrées par milliers, ils voyaient le danger. Renault possédait bien une voiture relativement abordable, la Celta 4, une 8 chevaux fiscaux, mais elle ne suffisait pas à couvrir le bas du marché. Il manquait une vraie petite voiture populaire, une 6 chevaux capable d'aller chercher cette nouvelle clientèle qui rêvait sur le trottoir devant les vitrines des concessionnaires. Et c'est sous cette pression, presque à reculons, que le vieux maître de Billancourt finit par céder. Mais comment fabriquer rapidement une petite voiture moderne quand on n'a jamais vraiment cru à ce segment? La réponse, Louis Renault va la trouver de l'autre côté du Rhin, lors d'un voyage qui allait tout déclencher. En 1935, le patron se rend au salon de l'automobile de Berlin. L'Allemagne de cette époque, quoi qu'on pense de son régime, est une formidable vitrine industrielle, et les constructeurs allemands montrent des choses audacieuses. Et là, sur un stand, Louis Renault tombe en arrêt devant une voiture, une Opel, plus précisément l'Opel Olympia. Ce qui le fascine, ce n'est pas tant la mécanique, c'est la carrosserie. Cette Opel possède des phares parfaitement intégrés dans les ailes, fondus dans la ligne de la voiture, là où la plupart des automobiles de l'époque arboraient encore de gros projecteurs ronds montés en saillie comme des yeux d'insectes greffés sur le capot. L'Olympia, elle, paraît lisse, moderne, dessinée d'un seul tenant. Et surtout, elle utilise une technique de construction révolutionnaire qui intéresse énormément l'industriel français. De retour à Billancourt, la décision est prise et elle est radicale. On va s'inspirer très directement de cette Opel. Si directement d'ailleurs que la ressemblance entre la future Renault et l'Olympia allemande sautera aux yeux de tout le monde, au point qu'on murmurera très vite le mot de plagiat. Le projet reçoit un nom de code interne, Junior, avant de devenir Juva 4. Le nom est habile, il faut le reconnaître. Juva vient du latin juvenis, qui signifie jeune, juvénile. Et 4 fait référence aux 4 cylindres du moteur. Une petite voiture, jeune, fraîche, moderne. Voilà le message. Mais derrière ce joli nom se cache une véritable rupture technique pour Renault. Une rupture qui va obliger le patron le plus avare de France à faire une chose qu'il déteste par-dessus tout. Car cette nouvelle Renault ne ressemblera pas seulement à une Opel par sa ligne. Elle va lui emprunter quelque chose de bien plus profond, de bien plus coûteux.
La Juva 4 sera la toute première Renault dotée d'une carrosserie monocoque entièrement en acier, c'est-à-dire une coque autoporteuse, où la carrosserie et le châssis ne font plus qu'un seul ensemble soudé, sans le traditionnel châssis séparé sur lequel on venait poser la caisse. Elle recevra aussi une suspension avant indépendante, autre nouveauté de taille. C'était l'avenir de l'automobile, plus léger, plus rigide, plus moderne. Sauf qu'il y avait un détail. Un tout petit détail à 2 $ qui allait empoisonner l'orgueil de Louis Renault pendant des années. Car cette fameuse technique du tout acier, ce procédé miracle, n'appartenait pas à Renault. Elle appartenait à un Américain. Et lui, contrairement à Lockheed, n'allait pas se laisser contourner aussi facilement. Cet Américain s'appelait Edward Gowan Budd, et c'était un visionnaire de l'industrie. Depuis son atelier de Philadelphie, cet ingénieur avait mis au point et fait breveter le procédé de la carrosserie tout acier soudé, cette fameuse construction sans châssis séparé qui allait révolutionner la fabrication automobile mondiale. Tout le monde voulait sa technologie, parce qu'elle permettait de produire des voitures plus solides, plus légères et surtout en très grande série, ce qui faisait baisser les coûts. Citroën, en France, avait déjà compris l'intérêt du procédé et travaillait avec les brevets Budd pour sa traction avant. Et voilà le piège dans lequel Louis Renault venait de mettre le pied tout seul. En décidant de copier la construction moderne de l'Opel Olympia, il avait choisi, sans peut-être le mesurer tout de suite, une technique verrouillée par un brevet étranger qu'il ne pouvait pas contourner. Et c'est là que le personnage de Louis Renault prend toute son épaisseur tragique et un peu comique. Comprenez bien quel genre d'homme il était. Cet industriel régnait sur Billancourt comme un monarque absolu, sur ce qu'on appelait l'île Seguin, un empire ouvrier de dizaines de milliers de salariés. C'était un bâtisseur génial, un travailleur acharné, mais aussi un patron dur, autoritaire et d'une avarice légendaire dès qu'il s'agissait de payer pour les inventions des autres. Souvenez-vous des freins. Pendant des années, par pure obstination économique, il avait préféré équiper ses voitures de freins à câbles vieillissants plutôt que de céder un sou à un concurrent étranger pour des freins hydrauliques pourtant bien meilleurs. Imaginez donc l'ironie de la situation. Cet homme qui avait sacrifié la sécurité de ses clients sur l'autel de son orgueil financier se retrouvait coincé, incapable cette fois de ruser. Pour fabriquer sa petite Juva 4 moderne, il n'avait pas le choix. Il devait passer à la caisse et payer le brevet Budd. Alors il a payé. Mais quelle humiliation cela a dû représenter pour un tel caractère. Le montant nous est connu, et il en dit long sur la mécanique de cette dette cachée. Pour chaque berline fermée vendue, la firme reversait 2 $ de redevance au titulaire du brevet, et pour chaque version découvrable, c'est-à-dire à toit ouvrant, un seul dollar. Ces sommes transitaient par une structure liée à Renault, la fameuse SAPRAR, qui gérait notamment les pièces et certains aspects commerciaux. 2 $ par voiture, cela peut paraître dérisoire aujourd'hui, mais multipliez ce chiffre par des dizaines de milliers d'exemplaires et surtout pesez-le sur la fierté du personnage. Chaque petite Renault qui quittait l'usine emportait avec elle un minuscule tribut versé de l'autre côté de l'Atlantique. Une sorte d'impôt invisible que le client français ne soupçonnait absolument pas en achetant sa voiturette. N'est-ce pas croustillant? Le constructeur le plus farouchement indépendant de France roulait sa bosse en payant discrètement l'Amérique. Mais attention, et ici je dois être honnête avec vous, car cette histoire a généré au fil du temps une légende tenace qu'il faut absolument démêler. On a longtemps raconté qu'Opel aurait attaqué Renault en justice pour ce plagiat évident, que les deux firmes se seraient affrontées devant les tribunaux à cause de cette ressemblance troublante. Eh bien, méfiez-vous de cette belle histoire, car rien ne vient la confirmer dans les archives. Aucun procès documenté entre Opel et Renault au sujet de la Juva 4. Et le plus drôle dans tout ça, le détail qui devrait clouer le bec aux amateurs de ce mythe, c'est que le modèle d'Opel qui ressemble le plus à la Juva 4 est en réalité sorti après elle. Difficile d'accuser quelqu'un de vous avoir copié quand votre voiture la plus proche arrive plus tard. La vraie dette, la seule prouvée, ce n'était pas envers Opel, c'était envers Budd, l'Américain. Voilà la différence entre la légende et le fait. Et sur cette chaîne, nous préférons toujours le fait, même quand il est moins spectaculaire que la rumeur. Pendant que les juristes et les comptables s'occupaient des brevets, les ingénieurs de Billancourt, eux, se battaient avec la matière. Concevoir une coque autoporteuse, ce n'était pas un simple exercice de style. Il fallait tout repenser, la rigidité de l'ensemble, les points de soudure,
la façon dont les efforts se répartissaient dans cette caisse qui ne reposait plus sur la solide échelle d'un châssis classique. Pour Renault, habitué à ces méthodes traditionnelles, c'était un changement de culture industrielle considérable. Et la suspension avant indépendante ajoutait encore à la complexité du chantier. On sentait bien que la maison jouait gros sur cette petite voiture, qu'elle apprenait en marchant un métier nouveau, celui de l'automobile moderne en grande série. Ce métier que les Américains et certains concurrents maîtrisaient déjà mieux qu'elle. Et puis vint le grand jour, le moment de présenter le bébé au public. Ce fut au Salon de l'Automobile de Paris, le 7 octobre 1937. Imaginez l'effervescence des allées du Grand Palais, la foule pressée autour des stands, les chromes qui brillent sous les verrières. Et sur le stand Renault, la petite Juva 4 fait ses débuts. Le clou de l'événement, c'est une scène que la firme va savamment exploiter. Le jour de l'ouverture, Louis Renault en personne se fait photographier en train de présenter sa nouvelle voiture au président de la République française, Albert Lebrun. Le patron de Billancourt, tout sourire, montrant fièrement au chef de l'État cette voiturette qu'il avait au fond si peu désirée. Quelle image! Quel sens de la mise en scène! Celui qui méprisait les petites cylindrées posait désormais devant les photographes comme un père comblé, présentant son rejeton à la France entière. Mais une présentation réussie au salon ne fait pas une voiture fiable. Entre la belle vitrine du Grand Palais et la dure réalité de la route, il allait y avoir un monde. Car avant que la Juva 4 ne puisse vraiment partir à la conquête de la France populaire, elle devait encore passer entre les mains des concessionnaires et affronter une épreuve de vérité qui allait tourner, dans un premier temps, au véritable cauchemar pour les ingénieurs. Ce qu'on appela bientôt la douche froide n'était pas encore terminé, loin de là. Avant de lancer la production en grande série, les ingénieurs de Billancourt eurent la sagesse, ou peut-être simplement la prudence, de confier leur création à ceux qui allaient devoir la vendre et la réparer. On construisit d'abord une douzaine de prototypes, les fameux AEB1, pour les essais internes. Puis on fabriqua une présérie d'une quarantaine d'exemplaires, les AEB2, que l'on distribua aux concessionnaires du réseau Renault à travers la France, avec une consigne claire: roulez, malmenez, observez, et dites-nous tout ce qui cloche. Et croyez-moi, ils ne se gênèrent pas. Le verdict qui remonta des concessions fut brutal, une véritable averse glacée sur l'enthousiasme de Billancourt. Près d'une quarantaine de défauts furent recensés sur la petite voiture, et certains n'étaient pas de simples broutilles. Quels étaient ces défauts qui faisaient grincer des dents? La liste avait de quoi inquiéter. Les pare-chocs étaient jugés trop chétifs, presque ridicules pour protéger la carrosserie. Le pont arrière émettait un ronflement désagréable qui agaçait les oreilles à la conduite. Dans le compartiment moteur, certaines pièces se touchaient et frottaient là où elles n'auraient jamais dû se rencontrer. Le freinage était jugé insuffisant, ce qui, pour une voiture, n'est tout de même pas un détail mineur. Et le confort général était qualifié de médiocre, la petite Renault secouant ses occupants plus que de raison. Voilà donc le résultat de cette précipitation, de cette voiture née un peu à contre-cœur et conçue dans l'urgence d'un nouveau métier mal maîtrisé. Mais soyons justes, et c'est tout à l'honneur de la maison, ce processus d'essai grandeur nature fut au fond une excellente idée. Combien de constructeurs auraient préféré fermer les yeux et lancer la production en espérant que le client ne remarque rien? Renault, lui, écouta ses concessionnaires et retroussa ses manches. Les ingénieurs se remirent donc au travail pour corriger, ajuster, renforcer. Et leurs efforts finirent par payer, car la mise au point porta ses fruits. C'est le 31 mars 1938 que la production en série fut véritablement lancée, les ventes débutant dès le mois d'avril de cette même année. La petite voiture corrigée était enfin prête à affronter le jugement du public, et surtout celui de la route. Et c'est là que Renault, qui avait failli se noyer dans la douche froide des essais, allait réussir un véritable coup de maître en matière de communication. Car comment convaincre des Français méfiants qu'une petite voiture économique pouvait aussi être robuste et endurante? La réponse fut spectaculaire, et elle s'écrivit sur un anneau de béton. Renault décida de prouver la résistance de sa Juva 4 par l'exploit sportif sur le célèbre autodrome de Montlhéry, au sud de Paris, ce temple de la vitesse où les voitures tournaient sur un anneau incliné vertigineux. Du 29 au 31 mars 1938, juste au moment du lancement, la petite Renault fut lancée dans un marathon impitoyable. Pendant 50 heures, sans faiblir, la Juva 4 tourna et tourna encore sur l'anneau, avalant les kilomètres comme une infatigable petite mécanique.
Au total, elle parcourut près de 5380 km à une vitesse moyenne avoisinant les 108 km par heure. 50 heures de roulage continu pour une voiturette populaire, voilà qui avait de quoi impressionner le client le plus sceptique. Et pour enfoncer le clou, le 6 avril, on organisa un parcours sur route entre Paris et Bordeaux, bouclé à une moyenne de près de 65 km par heure, avec une consommation remarquablement sobre d'environ 7 litres au 100 km. Endurance et économie, exactement les deux arguments qui parlaient au cœur et au portefeuille du Français modeste. Le résultat ne se fit pas attendre, et il dépassa sans doute les espérances du vieux lion de Billancourt. Le succès fut immédiat, presque embarrassant. La clientèle se précipita, au point qu'une file d'attente se forma pour obtenir la version de base, la moins chère. Et là, petite scène de comédie commerciale que l'on devine sans peine, les vendeurs Renault, voyant s'être rués sur le modèle d'entrée de gamme le moins rémunérateur, s'employaient habilement à pousser les clients vers des versions un peu plus coûteuses et mieux équipées. Qui a dit que le marketing automobile était une invention récente ? Le peuple voulait sa petite Renault abordable et il était prêt à patienter pour l'avoir. Quelle revanche pour une voiture que son propre créateur avait regardée de haut. Pourtant, tout n'était pas parfait dans ce tableau triomphal, et c'est là qu'apparaît la première faiblesse stratégique de la Juva 4. À son lancement, elle n'était proposée qu'en une seule carrosserie, un coach à 2 portes dont le coffre n'était même pas accessible de l'extérieur. Pour atteindre les bagages, il fallait passer par l'intérieur de l'habitacle. Quelle drôle d'idée, n'est-ce pas, pour une voiture censée emmener les familles en vacances avec leurs valises. Cette gamme étriquée devint vite un reproche, surtout face à la concurrence qui, elle, offrait davantage de choix. La Cinca 8 et la Peugeot 202 proposaient des variantes plus nombreuses, des versions à 4 portes, de quoi séduire des acheteurs qui voulaient pouvoir choisir. Renault avait gagné la bataille de l'endurance et du prix, mais elle prenait du retard sur celle de la variété. La maison de Billancourt allait bien sûr réagir et étoffer son offre au fil des mois. On vit apparaître progressivement une version découvrable en 1939, gérée par la Saprar, un coupé lancé en juin de cette année-là, mais produit en très petite quantité, à peine quelques dizaines d'exemplaires. Un break bien utile, et même une fourgonnette dévoilée dès septembre 1938 d'une charge utile de 250 kg, que la Poste française allait littéralement s'arracher pour ses tournées. La fameuse version à 4 portes finit elle aussi par arriver, en réponse directe à la demande et à la pression des concurrents. Petit à petit, la Juva 4 devenait une vraie famille de voitures, plus seulement ce coach unique et un peu rigide des débuts. La petite Renault, copiée sur une Opel et payée à un Américain, avait donc trouvé son public, conquis la route et fait taire les sceptiques. Elle filait vers un avenir radieux, porté par les commandes et par sa réputation de robustesse. Mais au-dessus de la France et de l'Europe entière, un orage immense était en train de se former. Un orage qui allait tout emporter sur son passage, les usines, les hommes et le destin même de celui qui régnait sur Billancourt. La Juva 4 ne le savait pas encore, mais sa véritable épreuve n'était pas celle de l'anneau de Montlhéry. Elle allait commencer dans le fracas des bombes. Quand les armées allemandes déferlèrent sur la France au printemps de 1940, tout bascula en quelques semaines. L'occupation s'installa et avec elle une réalité étouffante pour l'industrie française. Les usines de Billancourt, ce gigantesque empire mécanique qui avait vu naître la petite Juva 4, se retrouvèrent prises dans l'engrenage de la guerre. La production automobile civile fut bouleversée, ralentie, comprimée par les pénuries de matières premières, par les réquisitions, par le rationnement de l'essence qui clouait les voitures particulières au garage. Et pourtant, fait remarquable que je tiens à souligner, la Juva 4 ne disparut pas complètement. Sa fabrication chuta lourdement, c'est certain, mais elle ne s'éteignit jamais tout à fait. Cette petite voiture avait la vie dure, une ténacité presque entêtée, comme si elle refusait obstinément de mourir alors que le monde autour d'elle s'effondrait dans le chaos. Mais le drame qui se nouait à Billancourt n'était pas seulement industriel, il était profondément humain. Et ici, il faut avancer avec prudence et respect, car nous touchons à l'une des pages les plus sombres et les plus douloureuses de l'histoire de la firme. Louis Renault, ce monarque de l'automobile qui avait régné sans partage sur son île ouvrière, vit son destin se briser dans la tourmente de la libération. Accusé d'avoir fait travailler ses usines pour l'occupant allemand, l'homme fut arrêté à l'automne 1944. Incarcéré,
Sa santé déjà fragile se dégrada très vite derrière les barreaux. Et c'est en détention, dans des circonstances qui font encore débat aujourd'hui parmi les historiens, qu'il mourut en cette même année 1944 sans avoir jamais été jugé. Quelle chute pour un tel personnage! L'homme le plus puissant de l'industrie française, le bâtisseur de Billancourt, s'éteignait prisonnier, déchu, brisé. Je ne porterai ici aucun jugement politique sur cette affaire complexe. Ce n'est ni mon rôle, ni l'objet de notre histoire. Mais comment ne pas être saisi par la dimension tragique de cette fin? Ce qui suivit la mort du fondateur fut un bouleversement sans précédent dans l'histoire industrielle française. L'entreprise Renault, ce joyau privé bâti par un seul homme au fil de toute une vie de labeur, fut nationalisée. Elle passa entièrement sous le contrôle de l'État français et changea même de nom pour devenir la Régie nationale des usines Renault. La maison du Vieux Lion ne lui appartenait plus. Elle appartenait désormais à la nation tout entière. Imaginez le symbole. Celui qui détestait dépendre de quiconque, qui refusait de payer les brevets des autres, qui régnait en maître absolu, voyait son œuvre lui échapper totalement et passer aux mains de la République. Et c'est dans ce contexte de table rase, de rupture brutale avec le passé, que se joua un épisode absolument fascinant pour notre petite Juva 4. Car voici la grande question qui devait tarauder les nouveaux dirigeants de la régie. Que faire de l'héritage technique du vieux Renault? Toute une gamme de modèles conçus sous l'Ancien Régime, sous la houlette de l'homme déchu, se retrouvait entre leurs mains. Et le paradoxe est délectable, presque incroyable. De tout cet héritage, de toutes les voitures imaginées du temps de Louis Renault, une seule eut l'honneur de voir sa production poursuivie par la régie nationalisée après la guerre. Une seule. Et laquelle, je vous le donne en mille? Cette petite Juva 4, justement. Cette voiturette que le patron avait conçue à reculons, en copiant une Allemande, en payant un Américain, en méprisant au fond le segment populaire qu'elle visait. N'est-ce pas le plus délicieux des retournements? Le mal-aimé, le rejeton dont on ne voulait pas, devint le seul survivant, le seul pont jeté entre l'ancien monde de Billancourt et la nouvelle ère de l'automobile d'État. Pourquoi elle et pas une autre? Parce qu'elle répondait précisément à ce dont la France exsangue de l'après-guerre avait désespérément besoin. Un pays ruiné, des routes à reconstruire, une population qui manquait de tout et cherchait à se déplacer, à travailler, à transporter des marchandises. Dans ce contexte, une petite voiture économique et son utilitaire valaient de l'or. Dès le mois de novembre 1945, la régie redémarra donc la production en commençant par la fourgonnette, cet outil de travail dont l'économie renaissante avait un besoin vital. Puis, en janvier 1946, ce fut le tour de la berline à 4 portes de reprendre du service. Et il faut bien mesurer ce que cela signifie. Pendant cette période charnière, la Juva 4 fut tout simplement la seule automobile particulière produite par le Renault nationalisé, l'unique modèle de tourisme à porter le losange, en attendant l'arrivée d'une certaine révolution qui se préparait dans le plus grand secret. Car dans les bureaux d'études de la régie, on travaillait fiévreusement sur une voiture qui allait tout changer, la fameuse 4 chevaux, la 4 chevaux, cette petite merveille populaire qui sortirait en 1947 et deviendrait un triomphe national. Mais en attendant que cette nouvelle star ne monte sur scène, qui tenait la maison? Qui faisait tourner la boutique et entretenait la flamme commerciale du losange? Notre vieille Juva 4, fidèle au poste. Elle assurait l'intérim, elle gardait la maison, elle permettait à Renault de continuer à vendre des voitures aux Français pendant que la relève se préparait dans l'ombre. Sans elle, le Renault d'après-guerre aurait connu un trou béant, un vide dangereux entre l'ancien monde et le nouveau. Quelle ironie magnifique, vraiment. La voiture que Louis Renault avait à peine daigné regarder devenait la planche de salut de l'entreprise qu'on lui avait arrachée. La carrière de la berline finit tout de même par s'essouffler, et sa production fut arrêtée vers la fin des années 40, en novembre 1948 selon les sources les plus courantes, même si certaines évoquent une survie plus longue par intermittence. La 4 chevaux, désormais lancée et adulée, prenait toute la lumière et toute la place sur le marché populaire. On aurait pu croire que l'histoire de notre petite copiée d'Opel s'achevait là, doucement, dans l'ombre grandissante de sa cadette à succès. Une belle carrière, une survie héroïque à travers la guerre, un rôle de sauveur discret, et puis la retraite. Mais ce serait bien mal connaître cette voiture entêtée. Car une partie de la famille Juva 4 refusait encore de tirer sa révérence, et elle s'apprêtait à vivre une seconde vie que personne n'aurait pu prédire,
sous un autre nom et avec un cœur tout neuf. Tandis que la berline tirait sa révérence, c'est du côté des versions utilitaires que se jouait la suite de l'aventure, là où on ne l'attendait pas. Le break et la fourgonnette, ces carrosseries laborieuses et sans prétention, se révélèrent être les membres les plus coriaces de toute la famille. Pendant que les élégantes berlines disparaissaient des catalogues, ces travailleuses increvables continuaient leur route, portées par une demande qui ne se tarissait jamais. Les artisans, les commerçants, les administrations, tous ces gens qui avaient besoin d'un outil fiable pour gagner leur pain ne se souciaient guère des modes ni du prestige. Ils voulaient une mécanique solide qui démarre tous les matins et avale les kilomètres sans broncher. Et la vieille carrosserie héritée des années 30, malgré son âge désormais respectable, remplissait encore parfaitement ce rôle. Mais une carrosserie vieillissante a beau être robuste, elle a besoin d'un cœur à la hauteur pour continuer à vivre. Et c'est là qu'intervient la métamorphose la plus astucieuse de toute cette saga. En 1956, la régie eut une idée maligne pour prolonger la carrière de sa vénérable utilitaire. On prit la vieille caisse du break et on lui greffa un organe tout neuf, le moteur de la Dauphine, cette berline moderne qui faisait alors le bonheur de Renault. La voiture changea de nom à cette occasion et devint la Renault dauphinoise. Quel symbole tout de même. Une carrosserie conçue à la fin des années 30, du temps où Louis Renault régnait encore, animée désormais par la mécanique d'une voiture des années 50. Le passé et le présent réunis sous une même tôle, l'ancien monde roulant grâce au cœur du nouveau. N'est-ce pas une magnifique image de la continuité, de cette capacité d'une vieille mécanique à se réinventer pour gagner encore quelques années de service? Et ces années, la dauphinoise les grappilla une à une, avec l'obstination tranquille qui avait toujours caractérisé cette lignée. Elle resta au catalogue de Renault jusqu'en 1960. Prenez bien la mesure de cet exploit. Une voiture dont les origines remontaient au Salon de Paris de 1937, dont la silhouette de base avait été inspirée par une Opel admirée à Berlin en 1935, roulait encore flambant neuve dans les concessions à l'aube des années 60. Plus de 2 décennies de carrière, en comptant ses différentes incarnations. Combien de voitures peuvent se vanter d'une telle longévité, d'une telle capacité à traverser les époques, les régimes, les modes et les catastrophes? Au total, toutes versions confondues, la Juva 4 et sa descendante dauphinoise furent produites à plus de 250 000 exemplaires. Un joli score pour une voiture née d'un caprice industriel à reculons. Mais arrêtons-nous un instant sur le vertige de ce destin, car c'est ici que toute la saveur de cette histoire se révèle pleinement. Souvenez-vous du point de départ, un homme orgueilleux, méprisant les petites voitures, contraint par ses ingénieurs de copier une Allemande, forcé d'avaler son orgueil en payant une redevance à un Américain pour chaque caisse produite. Cet homme est mort prisonnier en 1944, déchu, son empire arraché. Et pourtant, son petit rejeton dédaigné, lui, a continué de rouler pendant 16 années après la disparition de son créateur. 16 ans. La création a survécu au créateur. Le rejeton dédaigné a enterré le père. Si ce n'est pas là l'un des plus beaux pieds de nez que l'histoire automobile nous ait offert, alors je ne sais pas ce que c'est. La voiture qu'on ne voulait pas faire est devenue celle qui a refusé de mourir. Et croyez-vous que l'histoire s'arrête au dernier exemplaire sorti des chaînes en 1960 ? Pas tout à fait, car cette voiture avait encore une carte à jouer dans le cœur des Français, et pas des moindres. Faisons un bond dans le temps jusqu'en 1981. Cette année-là, une agence de publicité imagina pour une marque de café une campagne qui allait marquer les esprits pour des décennies. On y voyait un personnage chaleureux et bienveillant sillonner les routes de campagne au volant d'une vieille fourgonnette Juva 4 peinte aux couleurs de la marque pour apporter le café fumant et la bonne humeur. Ce personnage devint une figure familière et attendrissante du paysage publicitaire français, l'incarnation même de la convivialité matinale et de la douceur de vivre à la française. Et son fidèle véhicule, cette petite fourgonnette d'un autre âge, gagna soudain une seconde célébrité, une notoriété populaire que jamais Louis Renault n'aurait pu imaginer en la concevant. Quelle trajectoire tout de même, quand on y songe. Voilà une voiture née d'une admiration coupable pour une rivale allemande, lestée d'une dette secrète envers un industriel américain, entourée d'une légende de procès qui n'eut jamais lieu. Une voiture conçue presque malgré son créateur, qui faillit se noyer sous les défauts de jeunesse, qui triompha sur l'anneau de Montlhéry, qui survécut à la guerre et à la nationalisation,
qui sauva l'honneur du losange dans les années noires de l'après-guerre, qui se réinventa sous un nouveau nom et un nouveau cœur, et qui finit, des décennies plus tard, en symbole national de la tendresse et du café du matin. Tout cela pour une petite voiture que personne, à Billancourt, n'avait vraiment désiré faire naître. Si cette Juva 4 nous enseigne une chose, c'est peut-être que les destins les plus extraordinaires naissent parfois des projets les plus mal aimés, et que l'orgueil des grands hommes finit toujours par être rattrapé par l'ironie de l'histoire. Voilà, mes amis, toute l'histoire folle et merveilleuse de cette petite Renault qui en avait dans le ventre. J'espère qu'elle vous a autant passionné que moi. Si vous avez aimé ce voyage dans le temps, n'hésitez surtout pas à laisser un pouce bleu, car cela aide énormément la chaîne à se faire connaître. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette Juva 4, et si vous avez des souvenirs liés à elle ou à la Dauphinoise, je serais ravi de les lire. Et bien sûr, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires sur ces voitures de légende qui ont façonné notre patrimoine. À très bientôt pour une nouvelle aventure sur 4 roues.